Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer. On a un peu de retard déjà. C'est à moi, ça? Oui. Suite à cette très belle audition qui est un peu débordée. D'abord, je voudrais vous dire, mes chers collègues, que suite au départ de Madame Annick Girardin de notre commission, nous sommes heureux d'accueillir Mireille Jouve, sénateur des Bouches-du-Rhône, qui siège au sein du groupe RDSE. Donc, Mireille, bienvenue dans notre commission et félicitations pour cette arrivée. Et puis, le groupe RDSE a indiqué également qu'il a proposé André Guiol pour le représenter au bureau de notre commission en remplacement d'Annick Girardin. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a mis une très belle cravate. Et c'est une chance pour nous. Merci beaucoup, André. Et donc, s'il n'y a pas d'opposition, a priori, ça a l'air d'être bon, il en est ainsi décidé. Bien, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Pierre Razou, historien, directeur académique de la Fondation Méditerranée d'études stratégiques, dans une audition fort à propos, puisque, Monsieur Razou, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur des thèmes divers comme l'histoire de l'aviation, la Géorgie, mais surtout sur différents aspects de l'histoire militaire du Proche et du Moyen-Orient, comme la guerre du Kippour ou la guerre Irak-Iran. Nous avons eu la chance, pour ceux qui y ont participé il y a quelques temps maintenant, l'an dernier je crois, ou un peu plus, de vous avoir comme maître de cérémonie pour un magnifique wargame à la marine qui nous a donné, en tout cas, qui nous a montré en tout cas l'importance de ce type d'exercice et dans lequel vous excellez. Et j'espère d'ailleurs que nous aurons de nouvelles occasions d'en faire d'autres, parce que c'était évidemment extrêmement intéressant, même si Marc a très rapidement coulé le porte-avions. Ça nous a montré aussi toute l'importance qu'il y avait d'un certain nombre de matériel et de l'importance stratégique d'un certain nombre de territoires. Vous êtes également spécialiste des wargames, je l'ai dit, au point que vous avez même élaboré un wargame dont le théâtre est le Moyen-Orient, et cela encouragera, je le disais à l'instant, nos collègues peut-être à participer à d'autres exercices comme celui-là et à vous interroger sur les évolutions possibles de la situation dramatique dans laquelle se trouve une nouvelle fois la région. Et malheureusement, les événements s'enchaînant, nous l'avons vu encore hier soir avec le tir d'une centaine de missiles iraniens vers Israël, le scénario du pire gagne en crédibilité. Après le choc du 7 octobre, après la campagne d'une intensité sans précédent menée par Israël dans la bande de Gaza, qui aurait fait à ce jour 40 000 victimes et décimé, mais pas anéanti le Hamas, nous sommes entrés dans une nouvelle phase du conflit avec le pivot israélien vers le Liban et l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de la quasi-totalité des dirigeants de cette organisation. Nous avons maintenant vu une première riposte iranienne avec ses tirs de missiles, Israël ayant déjà annoncé qu'il y aura une nouvelle réponse à cette attaque. Israël et l'organisation chiite étaient jusqu'alors engagés dans un conflit de basse intensité. Le Hezbollah avait, le 8 octobre, ouvert un second front à la frontière nord, contraignant l'armée à évacuer environ 60 000 habitants de Galilée. Israël a de son côté régulièrement pilonné les positions ennemies du côté libanais. Malgré les morts et les destructions, la situation semblait cependant sous contrôle, chaque belligérant semblant soucieux d'éviter une escalade. L'élimination de Nasrallah et des dizaines de dirigeants du Hezbollah, qui a suivi de quelques jours l'explosion coordonnée de beepers et de talkie-walkie utilisés par le mouvement, a changé la donne. Tout en poursuivant les opérations militaires à Gaza, Israël assume désormais sa volonté d'en finir, au risque d'embraser le Liban. Ce faisant, il rétablit également une forme de dissuasion et d'ascendant psychologique après le traumatisme du 7 octobre et les graves défaillances des services de renseignement israéliens qu'il a révélées. Ce nouveau développement pose plusieurs questions. D'abord, l'intervention au Liban, qui comprend désormais une dimension terrestre, s'inscrit-elle dans le prolongement des deux premières, de 1982 et de 2006 ? Entrons-nous dans une phase plus classique du conflit où l'État hébreu entend réaffirmer sa liberté d'action, rétablir sa capacité de dissuasion, voire liquider une fois pour toutes la menace à sa frontière, à supposer que cela soit possible sans règlement politique? Quelles seront les conséquences pour le Liban? Ensuite, l'Iran, principal financeur du Hezbollah et soutien du Hamas, a-t-il encore des cordes à son arc, au-delà des salves de missiles d'hier? L'impact limité des frappes iraniennes contre Israël au mois d'avril ou hier, ainsi que l'absence de réponse à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas à Téhéran, laisse penser que les options à disposition de l'Iran sont limitées, d'autant plus que depuis l'élection de Mahmoud
Pézékian, le pays semblait désireux de rouvrir les négociations sur le nucléaire. Que penser de l'impuissance ou de l'absence de volonté des États-Unis à infléchir l'action d'Israël? De ce point de vue, le 7 octobre a-t-il affranchi les Israéliens de tout souci de ménager un allié américain qui lui est pourtant vital? Maintes fois annoncé comme tout proche de la diplomatie américaine, le cessez-le-feu à Gaza semble désormais hors de portée, est presque vidé de son sens maintenant que la zone a été rasée. Quant à l'initiative franco-américaine sur le Liban, elle a fait long feu dans les conditions que l'on sait. Tout se passe comme si Israël ignorait purement et simplement les admonestations de son principal allié. Même l'embrasement généralisé que le secrétaire d'État Anthony Blinken voulait à tout prix éviter ne semble plus tout à fait exclu. Quelles conséquences en tirer quant à la capacité des États-Unis de peser sur le devenir de la région? Comment se positionnent les autres grands acteurs, en particulier la Russie et la Turquie, très actifs dans la région? Et enfin, comment réagiront les États arabes, en particulier l'Arabie saoudite, que l'on disait proche d'une normalisation des relations avec Israël avant le 7 octobre? Benyamin Netanyahou a-t-il raison de miser sur la volonté de Mohammed Ben Salman et des autres dirigeants du Golfe d'aller vers l'avant, bien que la perspective d'un État palestinien soit plus que jamais lointaine? En définitive, vivons-nous simplement une autre page sanglante de l'histoire douloureuse du Proche-Orient, ou assistons-nous peut-être au début d'une recomposition fondamentale des équilibres géopolitiques de la région? Je vous cède la parole, Monsieur Razou, j'ai été déjà très long pour ce propos introductif, et ensuite mes collègues auront l'occasion évidemment de s'inscrire pour pouvoir, comme à l'accoutumée, vous interroger à l'issue de vos propos. Je rappelle que cette audition sur des sujets graves et complexes est diffusée sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. Je vous cède la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vous propose de débuter ce propos liminaire en revenant et en analysant la signification et les conséquences des frappes iraniennes sur Israël hier soir. En tout cas, mon analyse. Tout d'abord, je voudrais faire quelques constats. De prime abord, on a l'impression de revivre un petit peu l'épisode du 13 avril dernier, c'est-à-dire une frappe de signification stratégique pour dire, voilà, nous devions réagir, nous l'avons fait, un partout, balle au centre, et maintenant on continue. Mais ce que je constate, c'est que cette fois-ci, donc hier soir, l'Iran n'a tiré que des missiles balistiques et aucun drone ou aucun missile de croisière dont il savait pertinemment qu'il serait intercepté et détruit par la défense israélienne. Donc le but, c'était clairement de monter en gamme et de marquer un coup significatif cette fois-ci. Ils ont très certainement averti les États-Unis, qui ont averti les Israéliens, mais cette fois-ci, le jeu de rôle, entre guillemets, était beaucoup plus large. Pardon ? Oui, mais je pense que quand on a les fuites du Pentagone à 14h pour la frappe à 18h, voilà. Je pense que le délai d'avertissement était par contre beaucoup plus court. Deuxièmement, l'Iran n'a prévenu aucun voisin et ce n'était pas le cas la dernière fois. Ensuite, la salve comprenait 180 missiles balistiques au lieu de 120 la dernière fois et au lieu de 40 lors de la riposte en janvier 2020 à l'assassinat de Qassem Soleimani en Irak par les États-Unis. Le message, c'est notre capacité de tir de missiles balistiques à longue distance, enfin à longue portée, disons supérieure à 1200 km, accroît. Quand on fait le calcul, on a l'impression qu'il y a des volumes tous les 60, c'est-à-dire que la première fois, c'est une fois, la deuxième fois, c'est 2 fois, la troisième fois, c'est 3 fois. Donc la quatrième ou la cinquième fois, ça peut être beaucoup plus. Ce qui veut dire que, de facto, l'Iran a une capacité de frappe simultanée, probablement d'entre 250 et 300 missiles, c'est-à-dire en termes de salve. Ce qui franchit probablement le seuil de saturation, puisqu'il peut franchir le seuil de saturation israélien. Les objectifs visés, cette fois-ci, ont été clairement choisis pour être vus par la population et par les médias. Et non pas des bases isolées où finalement il n'y a pas d'images ou très peu d'images ou uniquement ce que les satellites nous ont montré. A priori, il n'y a pas de victimes civiles, sauf quelques Palestiniens qui ont été tués par les retombées de débris, notamment en Cisjordanie. Et le paradoxe, c'est que l'attentat de Jaffa a fait a priori plus de victimes que les frappes balistiques elles-mêmes.
Donc d'un côté, on assiste à une montée en gamme spectaculaire, entre guillemets, de l'Iran, mais clairement, la volonté, me semble-t-il, de l'Iran, c'était de signifier fortement aux Israéliens que, entre guillemets, si vous me permettez, si vous me passez l'expression, l'Iran revient dans le match. Là où on aurait pu avoir l'impression que l'Iran, après avoir été sidéré, hésitait sur la riposte, hésitait sur la posture à tenir, là, clairement, le guide suprême Ali Khamenei montre au passage qu'il est toujours aux manettes, qu'il a toujours son rôle d'arbitre, et qu'après avoir arbitré en faveur du président Pezeshkian à New York pour lui permettre de tendre la main aux États-Unis et de remettre le dossier nucléaire sur la table, cette fois-ci, il arbitre en faveur des gardiens de la Révolution pour dire, je vais y venir, il faut faire quelque chose pour réagir, sinon on perd la face. Ce qui est un message probablement de l'entourage du guide suprême sur le thème je ne suis pas, ou nous ne sommes pas encore morts, ne nous enterrez pas tout de suite. La signification, clairement, ma compréhension, c'est que l'Iran a cherché à sauver la face vis-à-vis de sa propre population, vis-à-vis de ses proxys, bien sûr, qui pouvaient douter maintenant de la crédibilité et du niveau d'engagement de l'Iran à leur côté. Le troisième destinataire de ce message, c'est clairement les voisins de l'Iran. Sur le thème, l'Iran a encore des dents et peut mordre. Donc faites attention à ce que vous faites. Et les voisins, c'est tous les voisins au nord, à l'est et au sud. Le deuxième message, certainement rétablir un minimum de dissuasion conventionnelle à l'égard d'Israël. C'est-à-dire ne pas laisser croire aux Israéliens qu'ils peuvent pousser le bouchon toujours plus loin jusqu'au moment où la ligne rouge est franchie et où là, on va véritablement vers l'escalade. Ma compréhension, et c'est ce minimum de dissuasion conventionnelle après les humiliations infligées à Israël, à l'Iran depuis cet été, avec l'assassinat de Ismail Haniyeh en plein cœur de Téhéran, l'élimination de Hassan Nasrallah et l'élimination d'un certain nombre de généraux iraniens, à la fois en Irak, en Syrie et au Liban. Le troisième message, donc, comme je le disais, c'est le régime n'est pas mort et le guide suprême est encore aux manettes. Côté israélien, constat. Oui, constat également intéressant, c'est que l'Iran n'a pas frappé au nord d'Israël, c'est-à-dire paradoxalement n'a pas frappé le déploiement gigantesque de moyens militaires au nord à la frontière libanaise, alors que s'il avait voulu marquer le coup dans l'action israélienne au Liban, là il avait un champ de manœuvre idéal pour frapper des cibles toutes destinées. Il n'y a pas un missile qui est tombé dans ce secteur-là. Ce qui, ma compréhension, signifie que l'Iran souhaitait déconnecter les deux dossiers et faire passer le message à Israël, aux États-Unis et aux pays de la région, que d'un côté, il y a le Liban et le Hezbollah, mais que là, ce qui était en jeu, ce n'était pas ça. Ce qui était en jeu, c'était la crédibilité de la dissuasion iranienne et quelque part la survie du régime iranien. Côté israélien, contrairement au 13 avril, enfin donc pour eux le 21 avril, il n'y a eu aucune communication sur le taux d'interception. L'état-major israélien a parlé de « nous avons neutralisé un grand nombre de vecteurs ». Ce qui veut dire clairement que le taux de réussite est très inférieur à celui du mois d'avril. Je n'ai pas de chiffres, mais on peut imaginer que c'est de l'ordre autour des 2/3. Ce qui veut dire que si un tiers des projectiles sont passés sur 180, ça représente quand même une frappe, là, pour le coup, significative. De source américaine, on a uniquement 2 destroyers antimissiles Arleigh Burke qui ont tiré chacun, on ne sait pas si c'est chacun ou au total, une douzaine de missiles contre les missiles balistiques entrants. Ce qui peut être interprété comme les États-Unis, qui étaient clairement prévenus, font le programme minimum, ou font le service minimum. Juste assez pour peut-être éliminer les vecteurs ou les missiles les plus dangereux ou les plus gênants, entre guillemets, pour le gouvernement israélien, mais pas plus pour bien montrer au gouvernement israélien que sans l'alliance américaine, l'Israël ne tiendra pas sur le long terme. Donc c'est une question que je pose, hein, ça c'est à voir.
Ce qui pose la question de comment Israël va riposter. Je pense que le régime iranien sait et a pris le risque de frapper, sachant qu'il y aura une riposte israélienne et que cette riposte sera beaucoup plus massive que la dernière fois. Ma compréhension, c'est qu'ils ont arbitré et ils se sont dit entre ne rien faire et voir tout ce que ça nous coûte, ou faire quelque chose qui va nous coûter mécaniquement des pertes, peut-être même là aussi une perte de crédibilité. Il vaut mieux perdre légèrement en crédibilité, voire un certain nombre d'objectifs bombardés, mais rehausser notre prestige au niveau international et au niveau de notre pouvoir de dissuasion, plutôt que de ne rien faire. Donc en fait, là aussi, on a l'impression que les Israéliens calculent plusieurs coups à l'avance, mais peut-être moins de coups que la dernière fois. C'est à voir. Israël peut faire toute une série peut recourir à différents types de ripostes. Bien sûr, il peut frapper, il peut viser des frappes de décapitation visant les personnages clés du régime. S'il fait cela, là pour le coup, je pense que c'est l'escalade assumée. Et c'est pour ça que les États-Unis ont dit qu'ils coordonneraient leur action avec Israël, à la fois pour dire aux Iraniens et à l'ensemble des pays de la région, entre guillemets, nous autorisons Israël à riposter, mais nous sommes là quand même en backup pour nous assurer que la riposte reste, entre guillemets, dans le domaine du raisonnable. Mais on ne sait jamais. Le deuxième type d'opération, c'est procéder à des frappes symétriques spectaculaires, peu meurtrières, sur des objectifs militaires symboliques, des cibles du programme, pas toutes, mais certaines cibles du programme nucléaire, des bases militaires, des bases de la défense antiaérienne et antimissile, ou bien des sites du programme balistique et du programme spatial. Il n'est pas impossible que les Iraniens, puisqu'on a vu des photos, des films et des vidéos de missiles s'abattant au nord et au sud de Tel Aviv. Au sud de Tel Aviv, il y a la base aérienne de Palmahim, qui est le principal site de lancement de spatial israélien. Donc on peut imaginer que Israël riposte également sur des sites du programme spatial iranien, ce qui a l'avantage de faire passer le message. On peut freiner et ralentir votre programme balistique, c'est-à-dire en fait votre programme spatial, votre programme de mise en place de satellites. Enfin, il y a toute une option de cibles qui sont possibles. Soit une troisième option, les trois pouvant être, ou deux des trois pouvant être cumulatives, taper l'Iran au porte-monnaie finalement en visant l'infrastructure pétrolière et gazière iranienne, aussi bien le long du golfe Persique que dans les grandes raffineries près des grandes villes. L'avantage aussi, c'est que là, vous empêchez ou vous diminuez considérablement la capacité d'exportation, donc de revenus, de l'Iran. Et en même temps, c'est très visible parce que ces raffineries sont à côté d'Ispahan, à côté de Téhéran. Donc, si elles explosent, toute la population les verra exploser. Le message est clair et est passé. Donc, voilà les différentes options, et je n'ai pas la réponse, évidemment. Voilà, à mon avis, les différentes options qui s'offrent à Israël, mais Israël fait face à un dilemme. Le premier, c'est qu'évidemment, entre guillemets, il doit obtenir le feu vert des États-Unis, parce que là, avec les risques réels d'escalade, s'il le fait de son côté sans accord et sans coordination avec les États-Unis, il risque de se retrouver seul. Mais le deuxième, c'est que si, entre guillemets, la riposte est trop lourde, ça va très certainement inciter le régime iranien à franchir le seuil nucléaire, c'est-à-dire à sortir du TNP et à fabriquer des bombes très rapidement et à jouer la posture Kim Jong-un, c'est-à-dire qu'on sort du TNP, on fait la bombe et maintenant on peut discuter. Donc le risque, ma compréhension, c'est que les Israéliens voient que les Iraniens sont revenus dans le match, donc maintenant c'est à leur tour, mais il faut calculer où ils vont mettre la balle, parce que en fonction, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Et je pense que les États-Unis sont derrière eux, clairement, pour leur dire attention à la manière dont vous réagissez, parce que si à la suite de votre opération, l'Iran, clairement, qui a mis le dossier nucléaire sur la table à New York, ce qui est un moyen de signifier à la Maison-Blanche, regardez,
nous acceptons de rediscuter du nucléaire et au-delà du nucléaire, j'allais dire de tous les dossiers de la région. Donc c'est le fameux grand bargain que beaucoup attendaient depuis des années. Mais si vous refusez de discuter nucléaire, le dossier est sur la table. Sous-entendu, on en tirera les conséquences et on peut être amené à franchir le seuil nucléaire. Ceci étant dit, je remarque qu'aucun des pays de la région, en tout cas aucun des voisins de l'Iran, n'a réagi. En tout cas pour le moment. Les seuls qui ont réagi, c'est la Chine, qui appelle au calme tout le monde. Ce qui m'amène à vous parler maintenant un petit peu, à élargir le propos et à vous montrer donc cette carte qui, je pense, illustre complètement les recompositions géopolitiques que vous avez évoquées, Monsieur le Président, qui sont à l'œuvre depuis 2 ans. Il y a 2 ans, dans notre précédent atlas, donc, que je montre ici, et que je vais vous laisser bien sûr à la fin de la session, on avait fait une carte très différente, c'est-à-dire que le Moyen-Orient, pour faire simple, était divisé en 2 blocs. Pour faire simple, le bloc iranien ou pro-iranien, et de l'autre côté, ce n'est pas le bloc pro-américain, c'était le bloc anti-iranien. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est marqué par le multi-alignement. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous voyez sur la carte, c'est qu'on distingue toujours, entre guillemets, l'axe de la résistance tel qu'il est annoncé par l'Iran, qui couvre l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban, et le nord du Yémen. On voit un camp bleu, si l'on peut dire, qui sont les alliés inféodés et qui restent inféodés aux États-Unis, Israël, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn et dans une certaine mesure la Turquie, toujours membre de l'OTAN et dans une position très inconfortable avec la Russie, donc qui compte sur les États-Unis. Mais tout le reste, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur la carte en beige rayé de rouge, en fait, c'est-à-dire tous les autres États du Moyen-Orient font du multi-alignement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils mettent leurs œufs dans des paniers radicalement différents et ils sont très ouverts à toutes les options. Et ça change assez radicalement la donne. Vous voyez qu'il y a des drapeaux représentant les intérêts de plein de nations un petit peu partout. Si on se rapporte à une logique géopolitique ou stratégique, je ne sais pas si parmi d'entre vous, vous avez des joueurs d'échecs, mais voilà, en termes de jeu d'échecs, voilà le jeu positionnel aujourd'hui au Moyen-Orient. Tout ce qui est vert et on va dire sous le contrôle direct ou indirect de l'Iran et de ses affidés. Vous avez la case bleue d'Israël et les cases, on va dire, beige sont plutôt sont même carrément sous l'influence des États du Golfe et indirectement des États-Unis. Donc, et vous voyez Israël qui est pris en sandwich quelque part, aussi bien venant du nord, c'est-à-dire vu le positionnement de cette carte, disons venant d'Iran et de, entre guillemets, l'axe de la résistance, et de mer Rouge et du Yémen. Donc là aussi, la donne a pas mal changé. Et puis aussi, cette recomposition géopolitique, elle s'est invitée sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Là, si vous regardez à la fois sur le champ bassin méditerranéen, Afrique du Nord, zone sahélienne et Levant, vous voyez qu'il y a des drapeaux d'un peu tous les acteurs, non pas dans tous les sens, mais il y a une répartition. Et il y a le fait que clairement, typiquement la Russie fait une percée assez spectaculaire, les États-Unis se défendent, restent présents, les États du Golfe sont très présents, Israël aussi fait une percée au Maroc, l'Iran, la Turquie bien sûr. On distingue sur cette carte-là donc une sorte de tête de pont turque sur la rive d'Afrique du Nord entre la Tunisie et la partie occidentale de la Libye. Vous avez 2 lignes de fracture qui subsistent. Côté occidental, la ligne de fracture classique entre le Maroc et l'Algérie et leurs affidés ou du moins leurs sponsors réciproques. Et puis une ligne de fracture plus historique qui divise la Libye en 2. Et vous voyez bien que d'un côté, il y a finalement la Turquie, le Qatar et quelques États européens, dont notamment l'Italie. Et de l'autre côté, clairement, la Russie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Donc les rivalités du Moyen-Orient se retrouvent aujourd'hui dans le bassin méditerranéen. Et c'est un des messages que j'aimerais vous faire passer. C'est-à-dire que dire comme auparavant, il y a les problèmes du Golfe, les problèmes du Levant et les problèmes d'Afrique du Nord, non, c'est fini. Aujourd'hui, tout est entremêlé.
Si je fais un zoom cette fois-ci sur la Turquie, donc cette carte aussi, la plupart des cartes sont extraites de notre nouvel Atlas 2024. Vous voyez quand même les zones les ambitions maritimes turques qui sont en hachuré sur cette carte, qui montrent bien qu'en fait les ambitions maritimes turques vont très au-delà évidemment de leurs eaux territoriales et de ce que leur reconnaît le droit international, notamment autour de Chypre, en mer Égée, et qu'il y a une véritable volonté de puissance, ou en tout cas d'influence turque, qui se déploie finalement un peu partout, y compris sur ce qu'on appelle l'axe turcique, ce que l'on ne voit pas trop sur cette carte-là, en direction de l'Est, c'est-à-dire en direction du Caucase, de la mer Caspienne et de l'Asie centrale, et qui, là, pour le coup, rejoint les problématiques géopolitiques du Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que la Russie et l'Iran ont besoin de rester connectés par voie terrestre, notamment en passant par la Géorgie et par l'Arménie, et que la Turquie et l'Azerbaïdjan rêvent de couper cet axe terrestre en établissant leur corridor donc turcique qui relie le Nakhitchevan, ce qu'on appelle le corridor de Zangezur au sud de l'Arménie, et ensuite l'Azerbaïdjan et la Caspienne. Donc là aussi, il y a une très forte rivalité entre la Turquie et l'Iran, sans que ça aille à l'affrontement. Par contre, ça a failli, ces 15 derniers mois, ça a failli aller à l'affrontement entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Israël mis à part, les vrais soucis de l'Iran, en termes, on va dire, de voisinage, sont au nord et à l'est. C'est l'Azerbaïdjan, c'est l'Afghanistan et c'est le Pakistan. Donc là aussi, les priorités ont un peu évolué. Là, je vous ai mis une carte un peu intéressante qui vous montre que quand on fait de la géopolitique, il faut regarder les cartes dans tous les sens. Et tous les sens, ça veut dire que là, par exemple, vous avez la Méditerranée en verticale au lieu d'être en horizontale. Et ça vous montre quoi ? Ça veut dire que les Russes, les Turcs, voient la Méditerranée comme cela. Et les Russes et les Turcs, alors les Turcs, ils font partie à la fois de l'OTAN, et puis ils ont leur propre jeu et leur agenda national de leur côté. Donc j'allais dire, les Turcs jouent dans les deux camps. Mais les Russes, eux, se disent, quand ils regardent de manière rationnelle la Méditerranée, le bassin méditerranéen, ils se disent, nous avons 4 lignes de défense de l'OTAN pour, une fois franchi les détroits turcs, sortir par Gibraltar dans l'Atlantique et rejoindre l'océan monde et les routes maritimes mondiales. C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'OTAN verrouille et est capable de tenir quand même ses lignes de défense de manière assez ferme. Donc, pour pouvoir accéder aux mers chaudes, ce n'est pas du tout le délire de Catherine II, c'est les mers chaudes, ça représente en fait le développement économique aujourd'hui de la Russie. Pour accéder aux mers chaudes et donc à l'océan Indien et à la route maritime qui permet d'aller à la Chine, à l'Asie et aux partenaires économiques de la Russie, en fait, la stratégie la plus sûre consiste à passer par la Méditerranée orientale, le canal de Suez, la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, sortir sur l'océan Indien et plouf, se pluguer sur la route principale défendue, entre guillemets, sécurisée par la Chine. Ce qui veut dire que dans la logique aujourd'hui russe et la Turquie reste en prise en étau entre ses intérêts otaniens, ses intérêts nationaux, la protection américaine et le partenariat économique avec la Russie et énergétique. Les Russes et les Turcs peuvent se dire transformons la Méditerranée orientale, c'est-à-dire la partie la plus basse de la carte là sur ce que vous voyez à l'écran, en une sorte de lac russo-turc, et faisons en sorte que les pays de l'OTAN restent au nord de la première ligne de défense. Et en faisant cela, ça nous permet donc de sortir et de sécuriser notre évacuation sur la mer Rouge et l'océan Indien. Et c'est là où vous réalisez qu'il y a un objectif qui est absolument crucial, qui est l'île de Chypre. Donc c'est pour ça que je l'ai fait figurer là sur cette carte, parce que Chypre est au milieu finalement de cette zone de la Méditerranée orientale. C'est une base absolument vitale et cruciale, c'est un porte-avions incoulable.
Et c'est ce qui permet de contrôler une partie du trafic naval et aérien sur l'ensemble de la zone. Les États-Unis l'ont parfaitement compris. Le paradoxe, c'est que Chypre ne fait pas partie de l'OTAN, donc les OTANiens s'en désintéressent totalement. Chypre fait partie de l'Union européenne, mais comme nos voisins allemands et quelques autres pays de l'Union ne veulent pas faire de peine à la Turquie, ils ne s'intéressent pas au dossier de Chypre. Donc qui vient défendre Chypre aujourd'hui? Et les Britanniques, qui sont sortis de l'Union européenne et qui font beaucoup de business et de commerce et d'industrie avec les Turcs, bien sûr, eux, ce qui compte, c'est le statu quo et surtout rien qui bouge à Turc. Donc aujourd'hui, qui est capable et qui a compris la valeur stratégique de Chypre? Les États-Unis. La France certainement aussi. Mais les États-Unis viennent d'envoyer un contingent militaire important à Chypre, officiellement pour sécuriser l'éventuel rapatriement de leurs ressortissants de la région, mais clairement aussi pour signifier à tout le monde, maintenant on est là, on est à Chypre et on joue, et on a compris l'intérêt de cette partie-là de la Méditerranée. Une petite carte pour vous montrer l'état actuel de la situation en Israël et sur les fronts limitrophes. Entre guillemets, la guerre à Gaza ou l'opération à Gaza semble sur le point de se terminer. C'est pour ça qu'elle est en petit pointillé. Un nouveau front vient de s'ouvrir, mais ça, on en parlait. Nous, on l'annonçait déjà depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre, sur la zone Liban et Sud-Liban. Donc là, aujourd'hui, c'est là où, disons, le focus se fait. Et deux zones qui sont en pointillés mais beaucoup plus larges, c'est la Syrie et la Cisjordanie. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les deux endroits où un conflit pourrait déraper ou en tout cas s'étendre. La Syrie, parce que bien évidemment, c'est le lien direct avec l'Irak et l'Iran. Parce que Bachar al-Assad lui-même se dit que les frappes, la décapitation de la branche militaire du Hezbollah au Liban, finalement, sert paradoxalement ses intérêts, parce que ça lui permet de revenir en force au Liban. Et au passage, on peut dire on peut émettre l'hypothèse que finalement, si non pas la mise hors jeu, mais en tout cas la neutralisation des capacités militaires et offensives du Hezbollah rebat les cartes au Liban, ce qui pourrait au passage débloquer l'élection d'un président de la République libanaise et donc relancer le jeu institutionnel libanais. On peut aussi penser que ça fasse aussi le jeu de la Syrie et que la Syrie puisse finalement, in fine, en profiter largement. Pas forcément sauf si Israël a compris qu'il y avait sans doute un coup à jouer et qu'Israël change sa stratégie, non pas militaire au sud face au Hezbollah, mais sa stratégie globale face à l'État libanais, pour adopter une attitude positive à l'égard du Liban, quitte à leur dire, après tout, vous pourriez rejoindre les accords d'Abraham, on pourrait faire plein de business ensemble, tout est possible. Je pense que tout est possible aujourd'hui dans la séquence qui s'ouvre. Ce qui m'amène j'ai quasiment terminé. Ce qui m'amène à vous montrer une carte opérative de la situation aujourd'hui au Liban. Donc vous voyez toutes les petites explosions qui représentent en fait donc les raids et les bombardements et les frappes israéliennes aujourd'hui sur l'ensemble des zones chiites du pays du Cèdre. Et puis dans le petit carré, le rectangle rouge en bas, vous avez en fait le focus sur les opérations terrestres que vous voyez là donc sur une carte en relief, ce qui vous permet de bien réaliser en fait l'enjeu de ce qui est en train probablement de se passer côté israélien. Donc la ligne bleue ou violette matérialise la frontière entre Israël et le Liban. Et en fait, quand vous voyez le relief là, vous comprenez que quand vous êtes israélien et que vous voyez les Hezbollahi qui vous tirent dessus depuis le relief et les montagnes qui sont juste en face, c'est un petit peu gênant. Donc on comprend que l'opération en cours, au moins dans sa première phase d'opération coup de poing, de raid, ce qu'on appelle en langage militaire hit and run, c'est-à-dire d'opérations coup de poing qui permettent d'aller sur les arrières d'une position adverse, de la sécuriser, de l'isoler, de la neutraliser, et puis ensuite de repartir ailleurs. Un petit peu comme sur un échiquier, vous auriez vos cavaliers qui se déplacent sans cesse sur le plateau de jeu pour neutraliser ou pour menacer des objectifs.
Donc là, c'est un moyen de dire, là, à minima, en tout cas, c'est ce sur quoi communique l'armée israélienne aujourd'hui. Le but, c'est par une manœuvre d'opération aéromobile et de commando, c'est-à-dire sans les chars, pour faire simple, de prendre le contrôle d'objectifs clés vraiment à la frontière du Hezbollah pour les détruire, les neutraliser durablement, notamment les tunnels, les entrées de tunnels, les bunkers, les sites de dépôt logistique et les sites de communication et pour pouvoir, disons, sécuriser dans l'absolu. S'il y avait une deuxième phase militaire terrestre, ça pourrait être la prise évidemment d'une zone tampon qui est représentée sur la carte en relief par ces petits traits pointillés bleus, qui globalement, disons, se dirige à une quinzaine de kilomètres de la frontière, c'est-à-dire globalement la portée de tout ce qui est roquettes de base et mortiers, on va dire, qui équipent largement le Hezbollah, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de harcèlement de ce tir-là. Ce qui n'empêcherait en rien les tirs de missiles, évidemment, puisqu'eux ont des portées à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres. Mais au moins, c'est le but du jeu pour les Israéliens. Enfin, leur stratégie, ce serait d'éviter des manœuvres d'infiltration pour que les habitants du Nord ne revivent pas le cauchemar des habitants du Sud au moment du 7 octobre. Et pour conclure, en substance, d'abord, après je vous parlerai un tout petit peu d'une carte de la France, qui sont les gagnants et les perdants de ce processus qui a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas a agressé et attaqué Israël. Alors, ce qui me semble les grands perdants, c'est clairement le Hamas, le Hezbollah, le Liban, qui sortent extrêmement affaiblis de cette séquence. La Jordanie qui est extrêmement fragile et qui est une cible de choix notamment pour l'Iran. C'est-à-dire que si l'Iran, sans attaquer militairement Israël, veut très sérieusement embêter le gouvernement israélien et l'occuper, entre guillemets, l'intérêt de l'Iran, c'est de pousser à une intifada en Cisjordanie, c'est de déstabiliser la Jordanie pour, entre guillemets, ouvrir un nouveau front-centre pour Israël. Donc je pense que le roi de Jordanie ne doit pas dormir sur ses deux oreilles tous les soirs. Ce qui est intéressant, c'est que l'Iran, il y a 6 mois, j'aurais dit que l'Iran faisait partie des grands bénéficiaires de cette guerre. Et aujourd'hui, je les ai mis plutôt dans ceux qui en sortent affaiblis. Donc on va voir ce qui sortira de la séquence d'hier et qui va se poursuivre quelque temps. Mais clairement, pour le moment, ils sortent affaiblis en termes de posture, en termes de crédibilité régionale. Et puis, celui qui sort très affaibli aussi, c'est le maréchal Sissi et l'Égypte. L'Égypte, c'est la cocotte minute, c'est-à-dire que c'est à tout moment, sur le plan socio-économique, la situation peut déraper. Donc l'objectif numéro 1 des Égyptiens, c'est surtout ne prendre aucun Gazaoui, aucun Palestinien, et rien qui puisse renforcer les frères musulmans au Caire. Et ils voient bien que tout ça, ça se passe bien entendu dans le contexte de l'élection américaine. Et quelque part, je pense que le maréchal Sissi, lui, il vote Donald Trump sans hésiter. Parce qu'il se dit que si c'est Kamala Harris qui vient lui demander millions de dollars à l'appui, voire milliards de dollars à l'appui, de prendre 1 million de réfugiés gazaouis chez lui, c'est pas un bon plan, malgré l'argent. Donc l'Égypte, clairement, s'en sort affaiblie. Même si au début de la séquence, elle a réussi à négocier un cessez-le-feu, un premier cessez-le-feu à Gaza, depuis, elle est globalement inaudible. Ensuite, il y a les attentistes, c'est-à-dire ceux qui attendent que la poussière retombe pour voir quelle posture adopter. Clairement la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Puis vous avez les bénéficiaires nets de cette guerre, clairement la Russie, puisque ça fait une diversion formidable pour elle sur la guerre en Ukraine, évidemment. Le Qatar, qui revient au centre du jeu diplomatique. Les États-Unis, donc c'était l'une de vos questions, Monsieur le Président. Mais en fait, les États-Unis, notamment en s'affichant comme soutien inconditionnel d'Israël, quelque part, rassurent paradoxalement tout le monde par le sérieux de leur posture militaire et de leurs forces. C'est-à-dire que le message vis-à-vis de tous les pays qui étaient dans la première carte que je vous ai montrée, qui faisait du multi-alignement,
c'est-à-dire qui allait courtiser à la fois la Russie, la Chine, l'Inde, les pays asiatiques, les Européens et bien sûr les États-Unis, c'est un moyen de leur dire les Russes et les Chinois ne viendront pas vous défendre. Le jour où vous serez véritablement en danger, et si on a un deal, entre guillemets, comme dirait Donald Trump, vous pouvez compter sur nous, mais en tout cas, plus exactement, peut-être que vous ne pouvez pas compter sur nous, mais si nous sommes là et nous intervenons, notre intervention sera décisive. Donc je pense que les États-Unis font partie des bénéficiaires de cette séquence. Quant à la Chine, j'ai mis un point d'interrogation parce que les Chinois à la fois voient qu'il y a, évidemment, les États-Unis sont en porte-à-faux, c'est compliqué, n'ont pas pris position, ont réussi à faire une percée avec les BRICS+, sur les pays de la région, mais en même temps ne sont pas prêts à intervenir. Ce qui m'amène pour conclure à cette carte qui vous montre la posture aujourd'hui, en fait le paradigme de la position française. Donc toutes ces cartes, vous pouvez les retrouver, elles sont en accès libre sur l'Atlas. Ce qui vous montre en fait les bases militaires françaises dans la région et les élongations. Et je pense que la carte se passe de commentaires. Hein. Vous voyez, vous pouvez voir beaucoup de choses à partir de cette carte et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et cette dernière carte qui en fait a une vocation unique, qui est de vous montrer qu'aujourd'hui tout le monde est sous la menace de tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dépassez le détroit de Sicile et que vous rentrez en Méditerranée orientale, vous êtes potentiellement sous la portée des armes en termes de déni d'accès, c'est-à-dire d'armes antinavales ou anti-aériennes d'à peu près tout le monde. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus dire je suis protégé par un tel et je suis hors de portée d'un tel. Non, tout le monde est en situation finalement non pas de dépendance, mais en situation de vulnérabilité partagée. Et je vous remercie de votre attention et je vais répondre à toutes vos questions. Merci, monsieur le directeur. Alors, j'ai beaucoup de demandes de prise de parole, au vu de l'intérêt, évidemment, de l'audition. On peut le comprendre, on va se donner une grosse demi-heure, enfin 40 minutes, si vous voulez bien. On va commencer par Olivier Sigolotti. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur. J'ai une question à laquelle vous avez partiellement répondu durant votre propos. Vendredi dernier, avec l'élimination d'Hassan Nasrallah, nous aurions pu nous attendre à une réaction unanime du monde arabe. Tel n'a pas été le cas, et finalement, la personnalité d'Hassan Nasrallah, à la fois adulée dans certains pays comme l'Iran et haï dans d'autres comme la Syrie, puisqu'il était bien connu pour son écrasement de la révolution syrienne, est-ce que l'élimination du leader du Hezbollah n'est pas finalement le reflet de la division à la fois entre chiites et sunnites et le reflet de la division du monde arabe que vous avez partiellement évoqué dans votre propos? Et puis une deuxième question très rapide. Qu'en est-il aujourd'hui dans ce conflit et ce risque d'élargissement de l'armée libanaise dont on entend peu parler et de l'intervention de la FINUL qui, depuis 18 ans, malheureusement, n'a pas rempli ses objectifs et sa mission? Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors, pardon, on fait... Des séries de deux, mais allez-y, c'est possible. Comme il y avait 3 questions. Nasrallah, la réalité, c'est que d'un côté, vous avez, on va dire, le narratif des peuples et des médias dans le monde arabe, et puis vous avez ensuite les intérêts des dirigeants. La réalité, c'est qu'à quelques exceptions près, le Qatar, la Tunisie, l'Algérie, probablement, tous les dirigeants arabes détestent le Hezbollah et détestent le Hamas. Donc, si vous me passez l'expression qu'Israël, entre guillemets, fasse le boulot pour affaiblir le Hamas et le Hezbollah, c'est la meilleure nouvelle pour ces dirigeants-là, qui, bien entendu, sont confrontés à leurs opinions publiques et donc il faut gérer cela. Mais c'est en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'armée libanaise, les FAL. L'armée libanaise, elle essaye de survivre.
Et comme l'armée libanaise, nouvelle formule, en tout cas la formule de post-guerre de 2006 et post-accord de 92, c'est une armée multiconfessionnelle. Il n'y a plus de brigade, là, il n'y a plus la brigade chiite, la brigade maronite, etc. Tout le monde est dans tout le monde. Donc l'armée libanaise est largement neutralisée. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que son premier réflexe, depuis que les Israéliens opèrent à la frontière, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire libanais au sud du Liban, ça a été de se replier sur ses bases, de fermer les yeux, de regarder ailleurs. Et éventuellement peut-être d'être un réservoir qui permettra aux unités du Hezbollah de venir se mettre à l'abri, ou en tout cas de se refaire une santé, lorsqu'elles cesseront momentanément le combat. La FINUL. La FINUL, aujourd'hui, elle vit dans les abris et les shelters, et elle ne patrouille plus. Donc en fait, elle ne remplit pas sa mission. Mais en même temps, elle est toujours là pour jouer le rôle de témoin, de juge, non pas de juge de paix pour le coup, mais en tout cas de témoin qui peut compter les coups de part et d'autre et qui peut témoigner de ce que si elle n'était pas là, ça pourrait peut-être être pire. Parce que là, à la fois le Hezbollah et à la fois les Israéliens savent qu'il y a des gens qui les regardent. Voilà ma réponse. Mais pour le moment, ils vivent dans les shelters et voilà. Merci. André Guilleul. Oui, merci Président. Monsieur le Directeur, ma question vient un peu tôt, elle aurait pu même terminer cette séance. Alors, les 8 et 9 octobre prochains auront lieu les rencontres organisées par la Fondation méditerranéenne des études stratégiques que vous dirigez. C'est pas moi qui la dirige. Je suis juste le directeur académique. Voilà, le directeur. J'aurai l'occasion d'intervenir lors d'une table ronde sur ce sujet qui ont été évoqués ce matin. D'abord, je voudrais féliciter ces initiatives ouvertes au grand public et qui contribuent à renforcer le lien défense-nation dont la suppression de la conscription a pu mettre à mal. Alors, ma question sera comment capitaliser le contenu de ces travaux de la semaine prochaine à Toulon? Feront-ils l'objet d'une synthèse et comment les membres de notre commission pourront y accéder? Je vous remercie. Alors oui, il y aura une synthèse. Les débats seront enregistrés en captation. Donc, ils seront mis en ligne sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, et il y aura de toute façon une synthèse ensuite écrite qui sera faite dans les mois suivants. Donc oui, bien sûr, ce sera capitalisé, comme l'ont été les 2 premières éditions des RSMed en 2022 et en 2023. Merci beaucoup. Philippe Folliot. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur un pays qui est tout à fait stratégique dans la région, qu'est l'Égypte. De par sa dimension démographique, puisque c'est le seul pays qui comporte plus de 100 millions d'habitants sur la zone, de par aussi le fait qu'elle contrôle le canal de Suez, et vous avez dit combien c'était important par rapport aux flux et aux enjeux, de par sa puissance militaire aussi, qui est importante, et nous avons des accords depuis quelques années avec ce pays, et de par, je veux dire, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, une certaine stabilité du régime. Alors, bien sûr, nul n'est à l'abri de mouvements populaires et qui soient très déstabilisants, mais l'Égypte est malgré tout un pôle de stabilité. Alors, vous avez bien montré que celle-ci jouait, je veux dire, comme d'autres acteurs du pays sur, excusez-moi l'expression, plusieurs tableaux. Mais par rapport à cela, au regard de la situation de Gaza, et vous nous avez bien dit que l'Égypte refuserait d'accueillir sur son sol donc des réfugiés gazaouis, mais que peut-on attendre à l'aune des relations privilégiées qu'il y a entre la France et l'Égypte pour qu'elle puisse jouer un rôle majeur en matière de stabilisation de la situation dans la région, ou tout au moins de non-aggravation de la situation? Ma compréhension, c'est que l'Égypte
et je pense que le pouvoir égyptien en est conscient, n'est plus un acteur. En fait, quand je dis un acteur, n'est plus un acteur décisionnaire ou en tout cas majeur. L'Égypte fait du suivisme. La diplomatie égyptienne essaye d'exister, a relevé la tête au début du conflit à Gaza en essayant justement de faire jouer de tous ses réseaux pour convaincre le Hamas d'accepter un premier cessez-le-feu, etc. Mais très rapidement, tout le monde s'est aperçu du fait que l'Égypte n'était plus en capacité d'influencer le jeu régional. Et même si Anthony Blinken va régulièrement, passe par le Caire pour montrer à tout le monde que bien sûr l'Égypte est un pays important, etc. La réalité des discussions, c'est plus au Caire qu'elle se passe. Donc, qu'attendre de l'Égypte, s'assurer déjà que l'Égypte ne bascule pas, et en tout cas ne bascule pas dans l'instabilité, ce qui sera déjà un résultat important. Merci beaucoup, Olivier Cadic. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci vraiment pour cette présentation très riche. Je voudrais revenir rapidement sur le Liban. J'y étais au mois de juillet. Un des problèmes, c'est notre politique qui est peu comprise sur le terrain au Liban actuellement. Le fait on parle à tout le monde peut aussi avoir des impacts négatifs, et j'ai pu l'observer au bout de 2 ans. Toujours pas de président au Liban, toujours un gouvernement démissionnaire. C'est le Hezbollah qui a attaqué Israël le 8 octobre. C'est lui qui aujourd'hui représente officiellement le Liban, avec le soutien du président Berry qui bloque l'élection d'un président au Liban. Aujourd'hui, la France est au milieu, essaye de s'interposer sans finalement efficacité. Le chef des armées, Joseph Aoun, est respecté aujourd'hui, c'est la vie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait réussir à imposer donc cette arrivée d'une voix qui puisse représenter le Liban, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui à l'ONU, et d'aider le Liban à devenir cet État neutre pour pour pousser sur ce qu'a fait le Hezbollah, qui menaçait aussi directement Chypre cet été, et j'y étais, c'était le 50e anniversaire de l'invasion de Chypre Nord. Chypre Nord devient un endroit justement de pression dans la guerre hybride, tant au niveau du trafic d'êtres humains, puisque c'est un moyen de pression, mais aussi dans le fait qu'il se développe une zone qui est favorable au blanchiment, qui peut aussi impacter toute la zone. Donc est-ce que vous ne pensez pas que la base militaire britannique peut être aussi un point d'appui, justement, pour consolider notre présence? Et pour finir, vous avez eu tout, c'était le but, c'est vous n'avez pas placé dans les vainqueurs sur la carte ou les perdants les Houthis, mais les Houthis semblent être aussi une des raisons qui fait pression sur l'Égypte, puisque ils bloquent certains passages et affaiblissent aussi l'Égypte. Où placez-vous les Houthis dans gagnants, perdants? Merci. Okay. Alors je vais rétro-pédaler si vous me permettez. Donc les Houthis. Les Houthis ont perdu par certains aspects, mais ont gagné par d'autres. En se déclarant soutien inconditionnel des Palestiniens, du Hamas, en tapant sur Israël, ça marche à tous les coups dans toute la classe politique yéménite, quelle que soit l'option ou le camp retenu. Donc en fait, en faisant cela, les Houthis rehaussent quelque part leur prestige, leur crédibilité. On tient tête non seulement à Israël, mais aux États-Unis, à la coalition européenne, internationale, etc. Même si, d'un autre côté, évidemment, leur capacité militaire a été affectée et ils sortent affaiblis de cette séquence. Ce qui sera déterminant, en fait, pour répondre à votre question sur les Houthis, c'est est-ce que la communauté internationale sera capable d'édicter, mais surtout de faire respecter, un embargo sur les armes à destination du Yémen? C'est ma réponse. C'est-à-dire que si la communauté internationale se donne, mais dans ce cas-là, ça veut dire c'est dans l'hypothèse d'un choc frontal avec l'Iran. Donc, si dans l'hypothèse d'un choc frontal avec l'Iran, ou d'une négociation avec l'Iran, ce qui peut être aussi le cas, le résultat, c'est vous laissez tomber les Houthis, et nous, on peut être beaucoup plus regardants et bienveillants sur d'autres sujets. Dans ce cas-là, les Houthis feront partie de ceux qui sortent très affaiblis du conflit.
Si ce n'est pas le cas, je mettrai plutôt les outils dans les bénéficiaires du système actuel, tant qu'on ne dépasse pas certains stades. Ce qui m'amène aussi à parler du Liban. Vous me demandiez quel pourrait être l'avenir du Liban, neutralité, etc. On peut aussi imaginer je pense qu'on est vraiment au croisement, au carrefour d'une recomposition majeure dans tous les sens du terme. Tout est possible, y compris ce qui semble contre nature. On peut imaginer que les Israéliens tirent la conséquence de ce qui vient de se passer, en tout cas de ce qui se passe depuis un an et de ce qui est en train de se passer en ce moment, qu'il faut reprendre le dialogue. Le dialogue, ça ne veut pas dire, mais en tout cas la négociation avec l'Iran. Et on peut assister, qui sait, à une négociation entre Israël et l'Iran, directe, c'est-à-dire sans personne. Et dans le cadre de cette négociation, qui consisterait à dire, chacun devient une puissance nucléaire déclarée, donc il faut éviter la friction. Donc finalement, du côté iranien comme du côté israélien, l'élimination de la branche armée du Hezbollah, c'est une bonne nouvelle. Parce que paradoxalement, ça enlève un élément de friction et d'escalade incontrôlable pour le futur, alors même que des deux côtés, on peut jouer de manière nucléaire. Le calcul pourrait s'appliquer également aux Houthis, bien sûr. Et dans ce cadre-là, peut-être que Israël et les États-Unis diront s'il faut lâcher le Liban aux Iraniens et indirectement aux Syriens, mais aux Iraniens, pour gagner un aggiornamento dans la région, après tout, pourquoi pas. C'est ma réponse sur le Liban. L'autre élément de réponse, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, c'est de dire est-ce que les recompositions politiques qui pourraient au conditionnel, émerger de l'affaiblissement considérable du Hezbollah ne vont pas favoriser plutôt la Syrie et Bachar al-Assad. Et dans ce cas-là, on reviendrait dans un jeu classique, j'allais dire, de rivalité sur le Liban entre l'Iran et entre Téhéran et Damas, tel que notamment il a été pendant toute la décennie 1980 et pendant la fin de la guerre civile, où finalement à la fois l'Iran et la Syrie étaient alliés, mais en même temps rivaux sur le Liban. Un peu comme aujourd'hui, l'Iran et la Russie sont rivaux en Syrie, coopèrent, sont de facto dans le même camp, mais en même temps profondément rivaux. Chypre et la base britannique. Est-ce que les Britanniques peuvent être un élément d'appui sur Chypre? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas leur intérêt. Par contre, ceux avec qui on peut certainement discuter, ou en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si les États-Unis, parce que c'est ça le changement, c'est que les États-Unis amènent plusieurs milliers d'hommes, alors officiellement c'est momentané, mais ça veut dire qu'ils ont pris les conditions, ils se sont assurés auprès de leur propre congrès que ce soit possible, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes les restrictions d'aide militaire américaine à Chypre. Et donc, si les États-Unis font partie des acteurs présents à Chypre durablement, un peu comme tout le monde est présent à Djibouti, là, oui, ça devient un cas intéressant qui pourrait aider à stabiliser et à sécuriser Chypre. Et indirectement, à faire peser, peut-être pas une menace, mais en tout cas, à dire à tous les acteurs de la Méditerranée orientale, clairement, les Turcs, les Syriens, les Iraniens, les Russes, mais aussi les Israéliens, les Égyptiens, n'oubliez pas que les États-Unis sont présents à Chypre. Merci beaucoup. Pascal Alizard. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Directeur, merci pour votre présentation absolument intéressante. Merci aussi à mes collègues et à vous-même pour les réponses, ce qui me facilite un peu la tâche. Il me reste en fait deux questions, si vous le voulez bien. J'apprécie beaucoup votre carte de la Méditerranée en verticale, en quelque sorte. Ça nous démontre que Mercator peut avoir quelques variantes. Simplement sur la partie sud, qui est en fait l'ouest, et un petit peu au nord, vous avez parlé du Pakistan. Et à 100 km... Tout à l'heure, vous avez évoqué le Pakistan, il n'est pas sur la carte, et la Chine. Je ne pense pas avoir parlé du Pakistan. Vous avez dit une fois le Pakistan, vous l'avez cité. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Voilà. Et on parle de l'Iran, 100 km après la frontière de l'Iran,
vous avez un port qui s'appelle Gwadar, Oui. Où j'ai pu me rendre à plusieurs reprises. On entend tout et son contraire sur Gwadar, donc j'aurais souhaité quelques mots et votre analyse sur l'intérêt stratégique ou pas de cet investissement pakistano-chinois qui est quand même très important pour y être allé. Contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre parfois, il n'y a pas rien sur place. Non, bien sûr. Donc voilà, ça c'est ma première question. Et la seconde question, il se trouve que je représente cette maison à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE où je suis représentant spécial pour les affaires méditerranéennes. Et je présiderai à Dublin vendredi matin notre forum méditerranéen. Et pour la première fois depuis plusieurs années, le Conseil national palestinien, dont on n'entend pratiquement plus parler, va nous envoyer 4 ou 5 représentants. Donc j'aurais voulu connaître, d'abord c'est déjà une information, que le Conseil national palestinien se réveille, et j'aurais voulu aussi votre analyse sur, en fait, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce que vous venez de nous dire, quel est encore le poids de cette autorité palestinienne et de son Parlement qui n'a jamais été renouvelé depuis pratiquement 10 ans et dont on n'entendait plus parler jusqu'à présent. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Donc, Gwadar, c'est pour le moment, il y a une base avec des facilités navales et des facilités aériennes. Donc, les Chinois peuvent y baser des destroyers, des navires de guerre, pas encore des sous-marins, et un certain nombre de vecteurs aériens. Mais l'utilité de Gwadar, elle est surtout là s'il y a d'autres bases chinoises dans la foulée, après dans la région. C'est-à-dire qu'elle permet de trianguler et elle permettrait, bien sûr, mais voilà, elle permettrait à terme d'être le pendant de Djibouti, c'est-à-dire de contrôler les 2 voies d'évacuation du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. Le premier, Djibouti, c'est par le détroit de Bab el-Mandeb par le sud. Gwadar, c'est évidemment à la sortie du golfe d'Oman, la sortie du détroit d'Ormuz, pour sécuriser finalement le sud et le nord de la route entre guillemets énergétique chinoise, qui constitue un véritable enjeu. Mais ça, c'est carrément, c'est presque un autre sujet. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet, c'est celui de la rivalité sino-américaine. Et le fait que les États-Unis savent très bien que, à la louche, les 2/3 du pétrole et du gaz chinois proviennent du Moyen-Orient et 90% de ces 2/3 par la voie maritime, 5 à 10% par la voie terrestre, par les pipes. Donc, si en cas de confrontation ou vraiment d'affrontement très fort, par exemple de blocus de Taïwan, de siège de Taïwan, etc. Si les États-Unis veulent faire veulent véritablement gêner la République populaire de Chine, quoi de mieux que de couper la voie maritime de ravitaillement énergétique de la Chine, par exemple, en déployant 2 porte-avions sur zone, etc., ou en interceptant tous les pétroliers et les tankers à destination de la Chine. Mais pour ça, il faut des relais. Donc aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui ont Diego Garcia. On en parle peu, mais Diego Garcia est une base absolument stratégique pour les États-Unis dans leur stratégie mondiale, parce qu'en fait, non pas elle verrouille, mais elle est en situation de contrôler une partie de l'océan Indien et notamment les routes énergétiques. Du coup, les Chinois ont Sri Lanka et sont en train de prendre les Maldives pour trianguler, sachant qu'ils ont également le Bangladesh et la Birmanie. Donc Gwadar, pour répondre à votre question, finit, si vous voulez, l'axe qui permet d'entourer et d'étouffer un petit peu l'Inde, et surtout de contrôler avec Djibouti la sortie du pétrole pour la Chine. Les Palestiniens à l'OSCE et le poids de l'autorité palestinienne, je crois que tout le monde voit bien que Mahmoud Abbas est totalement démonétisé, qui s'accroche à son siège, et que en fait, tant que les acteurs régionaux ne se sont pas entendus sur le nom de son successeur, probablement rien ne bougera, puisque finalement, lui, c'est le statu quo, tout le monde peut parler avec lui officiellement, donc c'est bien pratique. Sachant que dans ses successeurs patentés, vous en avez qui sont d'abord, il y avait, on va dire, il y a le clan, on va dire, la maison entre guillemets Fatah OLP classique, tendance historique. Et puis vous avez le côté Hamas. Bon, le côté Hamas est largement démonétisé aujourd'hui. Donc on revient dans le clan entre guillemets historique.
Mais même dans ce clan-là, vous avez les candidats qui sont soutenus par la Jordanie, par l'Égypte et par les Émirats arabes unis. Sans parler de ceux qui sont soutenus par indirectement les États-Unis, puisque le Qatar et la Turquie, eux, soutiennent le Hamas. Donc forcément, pour le moment, ils n'ont pas le vent en poupe. Mais donc ma réponse, c'est de dire que pour que ça bouge, il faut d'abord que la communauté palestinienne elle-même, qui est très divisée, et ensuite les acteurs régionaux s'entendent sur le nom du successeur. Donc tout le monde dit évidemment Marwan Barghouti pourrait être celui qui fédère les Palestiniens, mais pour le moment il est en prison en Israël. Les Israéliens n'ont pas l'intention de le lâcher. Ma compréhension, c'est que s'ils devaient le lâcher, ce serait au tout dernier moment, dans le cadre d'un deal régional, et qu'en étant totalement cynique, Marwan Barghouti est peut-être plus en sécurité dans les prisons israéliennes qu'à l'extérieur. Merci beaucoup. Catherine Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci pour vos propos particulièrement intéressants dans un contexte politique tout récent. Et puis aussi parce que le Sénat et notre commission a produit un rapport sur les sujets dont nous parlons aujourd'hui, en 2022, sur donc la France face aux Jeux des puissances en Méditerranée. Nous avions eu d'ailleurs le plaisir de vous auditionner. Et donc c'est très intéressant de voir qu'en 2 ans, on est passé en fait d'une militarisation des relations internationales à, selon votre expression, une escalade, un multi-alignement où tout le monde peut atteindre tout le monde. Alors, il y a une question que je souhaitais évoquer, que vous n'avez pas du tout abordée et qui, à l'époque, nous avait semblé être un élément important et un élément d'incidence géopolitique également dans la conquête des territoires, c'est le sujet des hydrocarbures. Il y a d'importantes réserves d'hydrocarbures au large des côtes israéliennes, chypriotes et égyptiennes, pétrole, gaz naturel. Est-ce qu'on avait déjà eu la sensation, enfin on avait pressenti que ça allait avoir une incidence politique, donc qu'en est-il aujourd'hui ? Vous m'entendez ? Oui. Ma compréhension, c'est que les enjeux d'hydrocarbures sont passés au 2e, voire au 3e rang des rivalités globales que j'ai essayé de vous décrire depuis tout à l'heure. Donc bien sûr, l'enjeu énergétique est toujours là, c'est évident. Le projet EastMed est un vrai sujet. Mais face, si vous voulez, aux enjeux colossaux des uns et des autres, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, beaucoup plus que le fondement même des stratégies des uns et des autres. Mais sinon, les gisements sont toujours là, bien évidemment, y compris, on parle souvent de ceux qui sont au large d'Israël, de l'Égypte et de Chypre, mais il y en a aussi au large de la Grèce et au large de la Crète. Et donc, il y en a. Ceci étant dit aussi, c'est pas non plus des quantités énormes. Enfin, je veux dire, quand je dis énorme, c'est au niveau global. Quand vous comparez ça, par exemple, avec l'Afrique orientale, le canal du Mozambique, le Qatar, disons le Golfe Persique, la mer de Chine, on ne sait pas trop quelle est la réalité, mais le Golfe de Guinée, on est quand même très en dessous. Merci beaucoup. Sylvie Gouache. Celui-ci fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous avez évoqué la possibilité, vous avez montré une carte d'ailleurs, d'une invasion partielle du sud du Liban par Israël, créant, selon vos propos, une zone tampon de sécurité, si j'ai bien compris, sur une de vos cartes. Quelle serait, selon vous, la réaction de l'armée régulière du Liban, même si elle est assez faible, et évidemment de la population multiconfessionnelle de ce pays? Ensuite, quels seraient, selon vous, les risques d'une invasion totale du Liban par Israël? Merci, Madame la sénatrice. Alors, la réaction de l'armée libanaise, en fait, et de la population libanaise,
pas ce qui est en train de se passer, qui est finalement une phase, on va dire, intermédiaire, où l'armée israélienne fait des raids au sud Liban, neutralise, détruit les infrastructures du Hezbollah, mais n'est pas encore dans une logique de on crée une zone tampon, on verrouille, on occupe, on se met en défensif et on attend. Si Israël fait ça, c'est ce qu'Israël a fait de 1985 à 2000. Et en 15 ans, alors bien sûr ça a commencé en 1982, mais disons en 1985, Israël s'est retiré donc sur sa zone tampon sud. Ça a duré 15 ans, et 15 ans de harcèlement ont convaincu pourtant Ehud Barak, qui n'était pas le plus antimilitariste des dirigeants israéliens, de passer l'éponge et donc de se retirer. Si Israël fait ça, même cause, même effet. Dans un premier temps, c'est-à-dire si Israël occupe militairement, durablement une zone tampon importante au sud Liban, ça refédérera la population libanaise autour du Hezbollah nouvelle formule ou nouvelle génération, et on est reparti pour un tour. Et très probablement que le Hezbollah et ses affidés feront ce qui a marché pendant 15 ans, c'est-à-dire des opérations de harcèlement tous les jours, toutes les semaines. Et quand les Israéliens en auront assez de perdre 15 soldats tous les mois, au bout de 15 ans, ils se retireront. Donc c'est ma réponse pour cela. Et je pense que ce qui est aujourd'hui en jeu, parce qu'on voit bien que le gouvernement israélien est lui-même aussi très divisé. Il est très divisé au sein du gouvernement entre les sécuritaires, les militaires et les politiques, notamment extrémistes autour de Ben Gvir et des ministres Ben Gvir et Smotrich, et donc de Netanyahou. C'est que les militaires leur disent, nous, on est aux ordres, entre guillemets. Donc on fera ce que le politique et ce que la Knesset et le Conseil de sécurité israélien nous dit. Mais il faut être conscient du fait que si vous voulez qu'on occupe une zone tampon, voilà les conséquences. Les conséquences, ça veut dire que maintenant, vous allez devoir convaincre la population israélienne, y compris ceux qui ont souffert de la guerre qui a été lancée il y a 1 an, de ce qu'on appelle les mères de soldats, et de leur dire que maintenant, à échéance visible, vous allez devoir servir votre période de réserve, envoyer vos fils, etc., servir au Liban, avec des risques réels de harcèlement, de décès, etc. Donc là, parce qu'il y a le sentiment qui est présent en Israël, il y a une sorte d'unanimité sur il faut faire cesser la menace du Hezbollah, mais les militaires disent aux politiques, oui, mais est-ce que vous êtes sûr que dans 10 ans, la classe politique et la société israélienne sera toujours prête à ce sacrifice finalement là-dessus. Donc sous-entendu, réfléchissez bien à toutes les conséquences avant de nous donner des ordres et avant de nous donner une stratégie. C'est ma réponse. Pardon, et la première question, c'était ? Non, c'était tout. C'était ça, c'était aussi par rapport à une invasion totale, mais vous répondez partiellement. Et mais on a quand même l'invasion 40 000 totale, soldats aux frontières. Dans l'invasion totale, je n'y crois pas une seconde. Ah mais vous savez, pour occuper le Liban, il n'en faut pas 40 000. Il en faudrait 300 000. Donc, quand en 1982, l'armée israélienne a lancé l'opération Paix en Galilée, c'est-à-dire a fait l'invasion de la moitié sud du Liban, et c'était pas tout le Liban, c'était la moitié sud du Liban jusqu'à Beyrouth, à l'époque, elle avait mobilisé quasiment 450 000 hommes. Donc je vous laisse, c'est ma réponse. Merci beaucoup, Alain Joyandet. Pardon, Alain Joyandet. Oui, merci, Président. Merci d'avoir pris l'initiative de cette réunion vraiment très intéressante en ce moment. Et merci à Monsieur le Directeur de nous apporter un éclairage passionnant. J'ai 2 questions, Monsieur le Directeur. Je voudrais que l'on revienne sur la situation de l'Iran. Vous l'avez déjà abordé dans votre propos. On pensait beaucoup que l'Iran, en ce moment, ne réagirait pas, compte tenu de ses relations avec les États-Unis d'Amérique, notamment vis-à-vis du nucléaire. Et finalement, ils réagissent. Vous nous avez expliqué la graduation.
Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus votre compréhension de la situation de l'Iran ? Est-ce que l'Iran est encore très fort ? Est-ce que cette salve, au contraire, démontre une certaine faiblesse, mais tout en voulant démontrer qu'il y a encore une présence? Je ne comprends pas très bien quelle est vraiment la situation de l'Iran. Comment vous voyez l'Iran dans l'avenir? Parce que c'est quand même une pièce maîtresse. Vous venez encore de l'aborder concernant le sud Liban. Donc vraiment, ça serait intéressant d'avoir votre compréhension un peu plus détaillée et comment vous voyez l'avenir de l'Iran. Et ma deuxième question très brève, qu'est-ce que vous pensez de la position de la France, de ce que fait la France, sa diplomatie, ses politiques actuellement? Alors, sur le deuxième point, comme je suis détaché d'un ministère à la direction académique d'un think tank privé, mais que j'appartiens toujours au ministère, je vais être obligé de botter en touche et je ne pourrai pas commenter la position française. Ceci étant dit, il est toujours bon de parler à tout le monde. C'est ma réponse. Bon, c'est un début. Sur la position de la France, disons que, à mon avis, on a beaucoup plus à gagner à discuter, dialoguer. Dialoguer et discuter, c'est-à-dire négocier, ça ne veut pas dire du tout aller à Canossa, ou ça ne veut pas dire du tout baisser le genou. C'est simplement, il vaut mieux discuter que tourner le dos et refuser de discuter. C'est ma réponse pour le côté français. Voilà. Sur ce qui se passe en Iran. Ma compréhension, et donc j'ai accès à la presse iranienne tous les jours, donc je lis les synthèses, etc. Et c'est un pays que je connais, et en tout cas une population que je pratique de longue date. Ma compréhension, c'est que on assiste à un nouvel équilibre en interne, c'est-à-dire que Mahmoud Pezeshkian, qui représente entre guillemets le camp réformiste, mais qui en même temps, c'est le fruit de sa vie personnelle, reste très proche des Pasdaran et des gardiens de la Révolution, parce que par exemple, pendant la guerre Iran-Irak, en fait, il était médecin militaire sur le front. Et il fait partie de cette génération, c'est un peu comme les poilus, si vous voulez, pour la Première Guerre mondiale, de tous ceux qui ont affronté le feu et qui se sont fait, j'allais dire, des amitiés à vie à ce moment-là, quelles que soient les options politiques ou les partis. C'est un peu son cas, c'est un peu ce qui s'est passé pour lui. Et notamment, il a noué des liens avec Mohamed Bar Kalibaf, donc le général Kalibaf qui a longtemps été présenté un peu comme le Bonaparte iranien, et qui était lui aussi candidat à la présidentielle face à lui. Lui, Pezeshkian, il n'avait demandé rien à personne. En fait, on lui a dit, voilà, vous allez représenter le camp réformiste. Et alors que Kalibaf, c'était quand même la 4e fois qu'il se présentait, donc il était chaud et était dans les starting blocks. Et puis, il a été éliminé au premier tour, Kalibaf. Donc Pezeshkian et Kalibaf ont noué manifestement une alliance contre les ultra-conservateurs. Pourquoi ? Parce que Kalibaf, en fait, représente, entre guillemets, le camp des conservateurs modérés ou pragmatiques. Et il est président du Parlement qui est unicaméral, donc de Parlement iranien. Donc, il contrôle le Parlement, qui est conservateur. Et donc, il représente quand même un bloc très important en termes de la votation des gens. Donc vous avez aujourd'hui, paradoxalement, en fait, ce n'est pas les réformistes qui dirigent le pays, c'est une alliance entre les réformistes et les conservateurs modérés, enfin pragmatiques, contre les ultra-conservateurs. Et le guide suprême, qui a bien compris, qui lui veut continuer à exister et à jouer un rôle, a bien compris ce changement de rapport de force. Et donc, clairement, on a tiré les conclusions et donc deal avec cette alliance, c'est-à-dire à la fois réformiste, entre guillemets, et conservateur pragmatique. Donc, le but du jeu, c'est que la priorité de cette nouvelle alliance, c'est le front intérieur, c'est-à-dire c'est la situation économique et sociale en Iran. C'est les enjeux sociétaux, environnementaux, en termes d'emploi, en termes de logement, en termes tout simplement de développement économique,
l'ensablement qui est catastrophique, comme dans beaucoup de pays de la région. Donc en fait, la priorité est donnée au front domestique. Donc cette alliance, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision-là, mais moi je vous dis, c'est ce que je vois quand même au quotidien, quand vous regardez bien tout ce qui se passe, tous les petits signes qui sont marqués. Donc évidemment, il ne faudrait pas tout, de leur point de vue, il ne faudrait pas tout sacrifier sur un coup de dé extérieur qui pourrait très mal tourner. Et donc, en même temps, pour reprendre une expression passée à la postérité, il est indispensable de faire en sorte que le régime iranien, enfin pardon, que l'Iran, c'est pas le régime, que l'Iran soit respecté à l'extérieur. Et là, les gifles et les humiliations imposées par Israël depuis finalement depuis le mois d'avril, c'est-à-dire depuis le moment où ils ont arrêté toute la première vague de frappes iraniennes, c'était arrivé à un seuil où probablement, je ne sais pas, mais je peux imaginer que le débat très vif dans les instances décisionnaires iraniennes, c'était si on fait rien, d'abord, si vous me passez l'expression, on passe pour des rigolos par rapport à nos voisins. Donc si on n'est pas capable de projeter ou de montrer notre force, les gens ne nous respectent plus. Et ça peut inciter les Israéliens à aller toujours plus loin. Donc il faut réagir. Et donc ce à quoi on a assisté, c'est probablement une sorte de compromis entre ces deux tendances-là. C'est ma compréhension. Merci, monsieur le directeur. J'ai encore 4 demandes de parole. Donc, Evelyne Perrault et ensuite Jean-Marc Bessusfort. Merci, Président. Monsieur le directeur, je voudrais vous parler du bilan social de cette zone de conflit. On sait que l'insécurité alimentaire est alarmante et que le stress hydrique est plus que réel. Savez-vous d'où venaient les dons alimentaires internationaux et si Israël a pu faire ses récoltes? Si jamais la France faisait partie de ces donateurs, cette année, les récoltes sont épouvantables. Donc voilà, je voudrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. C'est une vraie donnée. On a dans l'Atlas, dans la première partie, on a notamment des thèmes transverses et notamment celui du stress alimentaire et du stress hydrique. Donc oui, c'est une donnée. Paradoxalement, la situation en Israël est quand même largement moins catastrophique, en tout cas moins inquiétante que celle de ses voisins, en tout cas de la plupart des pays du Moyen-Orient, où finalement, quand on regarde au Moyen-Orient au sens large, qui produit suffisamment, en tout cas qui produit beaucoup d'agroalimentaire, la réponse c'est la Turquie, l'Iran, l'Égypte, un peu la Syrie et Israël. Donc l'Israël n'est pas autosuffisant, mais quand même produit pas mal de produits de première nécessité. Le problème, c'est aussi que, mais ça, c'est le marché international. C'est valable aussi pour nos pays, pour la France, pour les pays européens, pour certains pays asiatiques. C'est-à-dire que quand vous vous spécialisez dans pas forcément des monocultures, mais des cultures qui rapportent beaucoup d'argent, mais qui nourrissent pas forcément la population, par exemple les avocats ou les agrumes, eh bien évidemment, vous avez plus de mal à nourrir votre population. Et pour le stress hydrique, c'est la problématique des usines de désalinisation de l'eau de mer, dont on parle là aussi dans l'Atlas, avec un paradoxe, c'est que si vous multipliez les usines de désalinisation de l'eau de mer, d'abord, vous rejetez beaucoup de sodium donc dans la mer, et donc en fait, si c'est dans la mer, ça ne fait qu'accroître le problème. Si c'est dans la terre, ça ne fait aussi qu'accroître le problème, puisque finalement, vous neutralisez des pans entiers de territoires qui deviennent impropres à la culture. Donc en fait, vous réduisez la part de terres agricoles, alors même que la population augmente. Et si vous faites tourner ces usines avec des hydrocarbures, vous accroissez le réchauffement, les rejets de CO2, donc le cercle vicieux du réchauffement climatique. Donc vous vous dites, j'ai une solution, on peut le faire avec du nucléaire civil. Mais dans ces cas-là, ça ne résout pas le problème des rejets de sodium. Et de toute façon, ça accroît les risques de prolifération nucléaire.
Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Jean-Marc Wessous-Foy. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je fais partie d'une délégation de notre commission qui va se rendre en Turquie la semaine prochaine avec Nicole Duranton, Sylvie Gouachavan et Olivier Sighellotti. Et dans ce cadre, je voulais avoir votre sentiment sur la demande d'adhésion récente de la Turquie auprès du groupe des BRICS. Vous avez dans vos cartes toujours classé, je crois, la Turquie dans le camp américain notamment, le camp des Occidentaux. Néanmoins, si cette décision d'adhésion aux BRICS était retenue, ce serait la première fois, je crois, qu'un pays de l'OTAN adhérerait aux BRICS. Donc faut-il voir dans cette volonté du président Erdogan le souhait de renforcer cette position qui est toujours d'avoir un pied dans chaque camp et de conforter un petit peu le prestige et la force de la Turquie, ou peut-on considérer qu'on assiste à une forme de tournant géostratégique anti-occidental de la Turquie? Alors, il y a deux pays qui ont beaucoup regretté de ne pas avoir été dans le dernier round d'élargissement des BRICS, qui au passage a couvert quand même plusieurs pays du Moyen-Orient clés. Donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte. Au passage, tous des pays, ou que des pays, qui sont à la fois, convaincus de la mondialisation ou concernés par la mondialisation, et partenaires de la Chine, et indirectement de la Russie aussi. Donc les deux pays qui ont regretté de ne pas y en être, c'était la Turquie et l'Algérie. L'Algérie, je pense que le principe c'était de dire on ne veut pas faire rentrer, pour les Chinois, c'est ne pas faire rentrer dans les BRICS des pays qui sont potentiellement en guerre avec d'autres pays ou leurs voisins, ce qui finalement ne coche pas la case, notamment pour l'Iran par exemple. Mais bon, ou voire même pour l'Éthiopie qui est quand même en situation très délicate. Mais l'Éthiopie, c'est le siège de l'Union africaine, donc c'est la porte d'entrée sur beaucoup de choses. Donc la Turquie, il y a les BRICS+, il y a aussi l'organisation de coopération de Shanghai, potentiellement, qui peut l'intéresser. C'est tout ce qui permettrait à la Turquie de renforcer son lien de pont entre l'Asie et l'Europe. Et les États-Unis, bien sûr. Donc, et le fait que si jamais la Turquie devenait membre des BRICS, le fait que ce soit un pays de l'OTAN, je pense que c'est pas ça qui sera retenu comme ou un no-go ou au contraire comme un encouragement, parce que c'est tout simplement la Turquie est nationaliste. Aujourd'hui, elle est à la fois, elle développe un agenda islamo-nationaliste. Mais même si M. Erdogan venait être remplacé, il y a fort à parier que la politique étrangère de la Turquie resterait à peu près la même. Ou du moins, ce serait une vision un petit peu comme la succession entre Joe Biden après Donald Trump, c'est-à-dire globalement les États-Unis d'abord et avant tout, mais annoncé de manière polie. C'est ma réponse. Merci. Enfin, Michael Vallée, puis ce sera Hélène pour terminer. Merci, Monsieur le Président. Alain Joyandet a posé préalablement la question que je souhaitais vous poser et à laquelle vous ne pouvez pas répondre, ce qui ne nous avait pas échappé dans la mesure où dans la carte que vous avez présentée sur les bénéficiaires ou les perdants de la situation ou ceux pour lesquels il y avait un point d'interrogation, on ne voyait pas apparaître la France. Alors je voudrais au moins vous demander une précision sur un point. Non sans dire d'abord qu'après l'explosion du port de Beyrouth, ce que je veux dire n'engage que moi, on allait voir ce qu'on allait voir, puisque quand le président relève les bras de chemise, c'est que la situation est très très sérieuse, comme au Salon de l'Agriculture ou avec les Gilets jaunes. Donc de l'ordre allait être remis dans la gouvernance libanaise. On a quand même un envoyé spécial sur le sujet qui n'est pas n'importe qui est l'ancien ministre de la Défense. Mais en face de cela, et on a eu une déclaration commune avec les États-Unis, qui, je crois, vous l'avez dit au début de votre intervention, à moins qu'il ne s'agisse de Monsieur le Président, n'a pas embarqué les uns et les autres dans un changement de la situation.
Et parallèlement à ça, il y a quand même des voix assez fortes, quoi qu'on en pense, des gens qui en tout cas sont impliqués sur le sujet, qui mettent en avant la supposée faiblesse de notre voie diplomatique. Je pense notamment à Dominique de Villepin et aux différentes interventions là, depuis 3 semaines, 1 mois, ou bien des personnes peut-être moins connues, mais cette semaine sur Public Sénat, une de vos collègues chercheuses faisait état d'un élément, et c'est sur celui-là que je vais vous interroger, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, qui était de dire que, à partir du moment où la France a rejoint, je la cite, le commandement intégré de l'OTAN, de toute façon, nous n'avons plus une spécificité suffisante pour pouvoir apporter une plus-value dans nos expressions par rapport aux États-Unis. Et d'ailleurs, le fait, je reboucle, que la déclaration commune que nous avons, la déclaration plus haut niveau que nous ayons faite et commune avec les États-Unis n'ait pas donné de résultat, expliquerait peut-être cela. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là des choses? Je ne vous demande pas de porter un jugement, mais, je vais le dire autrement, par quel biais, par quelle voie la France peut-elle apporter spécifiquement son concours au règlement de la question, et peut-être pas uniquement du fait de l'histoire que nous avons avec le protectorat, qui en plus est beaucoup plus ancienne que le protectorat, s'agissant du Liban? Plutôt focalisé sur le Liban. Okay. Je pense que la logique de parler à tout le monde, déjà, c'est plutôt mieux que de ne parler qu'à certains. Ça me paraît assez certain. Après, il faut être crédible. Donc il faut se donner les moyens de sa crédibilité, à la fois dans le pays et dans la région, et plus globalement, ça. Je ne suis pas certain, pour répondre en partie à une de vos questions, je pense que si la France n'avait pas rejoint le commandement intégré de l'OTAN, ça ne modifierait en rien la problématique aujourd'hui sur le Levant et sur le Liban. Ça, chacun est libre de ses choix et de ses prises de position. Mais ça n'est pas la mienne. Donc, je pense que c'est totalement décorrélé. Ce qui est sûr aussi, alors là c'est l'historien qui vous parle. Je me rappelle très bien quand à l'époque de Jacques Chirac, donc en 2003, Jacques Chirac allait se balader dans la région et il était accueilli avec le tapis rouge sur le thème « Vous au moins, vous n'hésitez pas à rentrer en choc frontal avec les États-Unis, etc. etc. » Mais en même temps, ces mêmes pays-là, ou du moins ces mêmes dirigeants ou ces élites qui finalement le félicitaient, rajoutaient « Oui, mais vous comprenez, les Américains nous ont interdit de vous parler, ou du moins on vous le dit que comme ça entre amis. » Donc mon réflexe d'historien, c'est de vous dire et alors, c'est-à-dire que c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire, parce que si c'est simplement pour vous féliciter en vous disant vous avez été courageux, vous êtes mort au champ de bataille, bravo. Oui, mais et ensuite? Donc il faut avoir il faut être crédible. Et donc ma compréhension, c'est que tout ce qui contribue à rendre la France plus crédible dans la région est bon à prendre. Et ce n'est pas forcément une question d'alignement sur la posture de l'un ou de l'autre. C'est aussi lié à la capacité d'agir, à la capacité de projeter de la force si nécessaire, et quand c'est nécessaire. C'est ma réponse. Pour terminer, Hélène Conway-Mouret. Oui, merci, Président. Monsieur le Directeur, merci pour la pertinence de vos analyses et puis les différents scénarios aussi que vous avez présentés qui montrent que la situation est incroyablement complexe, qu'on ne sait pas vraiment où nous allons. Mais il y a un sujet, moi, qui m'intéresse, c'est le Liban. Et je reviens à la position de la France, notamment, qui est, d'ailleurs comme d'autres pays, de défendre 2 États. Toujours, nous voulons la libération des otages et nous prenons le fait qu'il y ait l'État d'Israël. Le Liban? Non, pas le Liban, pardon, Palestine. Pardon. Non, excusez-moi. Et donc, un État palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, cette posture est encore réaliste au vu de l'état de ruine de la bande de Gaza? Vous avez vous-même dit tout à l'heure qu'il y aurait peut-être potentiellement 1 million de réfugiés qui iraient en Égypte. On sait que déjà beaucoup sont partis. La Jordanie s'attend à nouveau à recevoir des réfugiés, donc un endroit invivable. Et puis la Cisjordanie qui aujourd'hui
est colonisé de façon assez brutale et complète. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, continuer à défendre le fait qu'il y ait 2 États est une position réaliste? Alors, je vous dirais, probablement, tout dépend du contexte et du rapport de force. J'interagis avec des chercheurs, des intellectuels israéliens depuis 30 ans, 35 ans. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, presque tous ceux qui étaient entre guillemets ou qui se disaient dans le camp de la paix jusqu'au 7 octobre, aujourd'hui vous disent il n'y aura pas d'État palestinien. Ça, c'est les gens, quand ils vous parlent autour du thé, du café, au téléphone, quand vous les voyez, etc. Donc quand les plus, les défenseurs les plus actifs de la cause, non pas de la cause palestinienne, parce que c'est pas la cause palestinienne, c'est le 2 États, c'est-à-dire chacun chez soi, vous disent que non, en fait, il n'y aura pas de chacun chez soi, vous avez du mal à vous dire comment est-ce possible. Alors ensuite, ça veut dire que une séparation ne pourrait être que... Je pense que même si, par exemple, je vais pousser le raisonnement plus loin, si demain l'Arabie Saoudite, c'est déjà ce qu'elle fait. L'Arabie Saoudite dit à Israël, vous voulez qu'on normalise, qu'on vous reconnaisse, qu'on fasse un grand partenariat technologique, économique, etc. Mais il faut au moins reconnaître et accepter l'existence d'un État palestinien. Allez, il y a quand même des enjeux phénoménaux en face. Le gouvernement israélien vous dit non. Donc ça va être compliqué. Donc, en tout cas, certainement pas dans cette configuration politique. À la suite de ce qui se passe sur les différents fronts du conflit, on va dire, israélo-palestinien, israélo-Hezbollah, etc., ce qu'on voit, c'est que Netanyahou remonte dans les sondages, en tout cas le Likoud remonte dans les sondages, et donc on voit mal, pour le dire autrement, le centre ou la gauche arriver au pouvoir à brève échéance. Sauf si il y a une catastrophe militaire, un coup de Jarnac imprévu, et que là, la classe politique israélienne doit faire un gros aggiornamento pour se dire, etc. Donc, historiquement aussi, Gaza a toujours été séparé de la Cisjordanie. Enfin, c'est deux problématiques différentes. Donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas très optimiste sur le réalisme de l'option à 2 États, même si tous les acteurs vous disent ben oui, mais si c'est pas ça, ça revient à dire en fait que les Palestiniens doivent partir et doivent aller ailleurs. Donc il faut dérouler le scénario, et s'ils vont ailleurs, ils vont où? Eh bien, tout le monde vous dit, en tout cas les Golfiens, les pays du Golfe vous disent en Jordanie, bien sûr. Et donc c'est la fin de la Jordanie. Enfin, c'est la fin de la Jordanie, du royaume de jordanien. Donc là, on peut comprendre que le roi Abdallah II soit pas extrêmement fanat et désireux de recevoir tous les Palestiniens, parce que c'est la fin de son royaume. Et ce qui dit... Pardon ? Pourquoi devrait-il oui, bien sûr. Non, mais je comprends bien, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Mais voilà, c'était pour essayer de répondre à votre question de cette manière-là. Donc ça veut dire que si elle était réaliste, ça revient à le dire de cette manière-là, pour qu'elle soit réaliste, il faut qu'elle soit imposée de l'extérieur. Mais y a-t-il aujourd'hui une force à l'extérieur capable de convaincre, enfin c'est plus que de convaincre, c'est de forcer Israël à accepter cette option, et pour le moment la réponse est non. Monsieur le directeur, merci infiniment pour cette audition particulièrement intéressante et enrichissante. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris et été très intéressé par les propos et surtout les différents scénarios que vous mettez en œuvre, sans affirmer qu'un scénario en particulier pourrait être la vérité, mais c'était vraiment très très intéressant. Et il y a une carte qui, de mon point de vue en tout cas, était très intéressante, c'est celle où tout le monde menace tout le monde. Et je crois qu'elle nous permet, au moment où nous avons des débats budgétaires à venir sur un certain nombre de questions, et notamment sur
la poursuite ou le maintien de la loi de programmation militaire telle qu'elle avait été décidée l'an dernier au Sénat prend tout son sens, parce qu'effectivement, on voit bien que les moyens que nous donnerons à nos armées pour être en capacité de réagir éventuellement, ou en tout cas d'avoir une force de dissuasion suffisante en matière conventionnelle, est importante. Et donc la perspective de l'arrivée de la loi de finances prochainement au Sénat, évidemment, nous donne encore plus d'arguments pour défendre l'application stricte sensu de la loi de programmation militaire telle que nous l'avons votée. En tout cas, merci infiniment. Une fois de plus, c'était particulièrement intéressant, et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de faire un nouveau wargame, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la question des prises de position, qu'elles soient chinoises, américaines, dans une partie du sud du golfe de Bab el-Mandeb, avec un certain nombre de sites que vous avez évoqués, et je crois qu'un certain nombre d'entre nous ont pris conscience de l'importance de ces sites lorsqu'on a fait ce wargame, et qu'on a compris l'importance stratégique des Maldives, par exemple, pour les Chinois et autres. Donc merci beaucoup, et puis on ne peut qu'encourager la marine à nous proposer, la marine ou d'autres, à nous proposer de nouveaux exercices comme celui-là. Voilà, bonne journée et merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président. J'ai une petite annonce que je n'avais pas terminée. Tout à l'heure, je n'ai fait que